Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Au Kempinski Palace, une réunion de la 10e Assemblée Générale du CREFIAF. Au Nouvel Mondial au Moyen-Orient, 5 morts dans une frappe israélienne à l'est de Beyrouth, au Liban. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans le titre, le mercredi 13 novembre 2024, le Kempinski Palace a abrité la 10e Assemblée Générale du Conseil Régional de formation des institutions supérieures du contrôle des finances de l'Afrique francophone subsaharienne. Les détails avec Samatar. L'hôtel Kempinski Palace a abrité la 10e Assemblée Générale du Conseil Régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone subsaharienne. Cette réunion de la 10e Assemblée Générale a été présidée par le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Bahdoni, a vu la participation de la première présidente de la Cour des comptes de Djibouti, Mme Ismahan Mahmoud Ibrahim, et le premier président de la Cour des comptes de Congo. Cette rencontre a réuni des représentants des institutions supérieures de contrôle des finances publiques des pays francophones de la région, ainsi que des partenaires techniques et financiers et d'autres responsables. Sous le thème « Renforcer la gouvernance publique et la transparence financière à travers la formation », l'Assemblée générale a permis de revenir sur la réalisation des activités au cours de l'année écoulée, ainsi que d'examiner les nouvelles orientations stratégiques pour les années à venir. Un accent particulier a été mis sur l'amélioration continue des capacités d'auditeurs publics à travers des formations spécialisées et d'échanges d'expertise entre les institutions membres. Le SCREF a joué un rôle clé dans la promotion de la gouvernance publique et le renforcement de la transparence financière en Afrique francophone et subsaharienne. Les membres ont salué les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la charte et se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour assurer une gestion publique plus transparente, efficace et responsable au bénéfice des populations de la région. On écoute les propos du président de la Cour des comptes du Congo. Ce rendez-vous qui a lieu tous les 3 ans est certainement l'occasion de nous remettre en question par rapport à l'ensemble des trajectoires que nous avons empruntées au nom de ces idéaux, d'y porter un regard critique ou au contraire de nous conforter dans une voie certaine qui n'est pas non plus exempte d'embûches. Si la science, en général, a ceci de particulier qu'elle évolue par rupture épistémologique, j'ose croire, pour ma part, que les travaux de cette Assemblée générale ne consisteront pas à rompre une dynamique qui semblait bien engagée, mais davantage à explorer les solutions et les approches de sa consolidation. La présente Assemblée générale n'aura donc pas le format de la précédente, car elle place au cœur de nos échanges un sujet d'une importance capitale qui ne manquera pas d'avoir un impact significatif sur l'ensemble de nos actions, à savoir la définition du nouveau cadre stratégique pour les 6 prochaines années. Considérant cet agenda critique, je me réjouis d'ores et déjà de votre présence en ces lieux et vous remercie infiniment pour votre implication constante et engagée au service de l'organisation. Je tiens également à adresser mes vifs remerciements aux partenaires ici présents, non seulement pour leur présence effective à nos côtés à l'occasion des présentes assises, mais davantage pour leur soutien multiforme en faveur des initiatives de renforcement des capacités de nos ISC membres. On écoute à présent Mme Ismahan, la présidente de la Cour des comptes de la République de Djibouti. La présence de ces délégués de haut niveau nous honore et affirme combien elles sont attachées aux valeurs professionnelles que prône notre organisation commune, le CREFIAF. Ensuite, je remercie le ministre de la Justice, son Excellence M. Ali Hassan, qui, malgré un agenda chargé, a bien voulu nous honorer de sa présence à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la présente Assemblée générale
de notre organisation, le CREFIAF. Monsieur le ministre, au nom de toutes les délégations de la 10e Assemblée générale de CREFIAF, je tiens à vous remercier pour votre soutien constant dans le cadre de nos activités et particulièrement dans la préparation de la présente Assemblée générale. Le parrainage de cette Assemblée générale du CREFIAF par votre autorité est un signe fort de l'intérêt que portent les autorités djiboutiennes aux principes de transparence, de responsabilité et de reddition de comptes au nom du citoyen affirmés à travers la vision 2035 de Djibouti. Les cours de compte ont des compétences d'audit et contrôle, certes appelées communément les missions administratives. Elles ont également des compétences juridictionnelles qu'elles exercent à titre exclusif. En effet, elles jugent les comptes des comptables publics. Elles jugent également tout agent public qui aurait commis des infractions à la discipline budgétaire. Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, les cours de compte, si elles disposent d'un mandat suffisamment large et d'une entière discrétion dans l'exercice de leurs fonctions, les institutions supérieures de contrôle des finances publiques, en général, doivent utiliser des normes professionnelles, un code de déontologie fondé sur les normes de l'INTOSAI. L'INTOSAI, il faut le souligner, dont la contribution est reconnue par les Nations Unies. On écoute à présent son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice. La République de Djibouti accorde une place toute particulière à la juridiction financière. Dès septembre 1992, notre pays a relevé la juridiction financière au rang d'institution constitutionnelle, au même titre que les institutions régaliennes que sont le Conseil constitutionnel ou le Conseil supérieur de la magistrature. Cette consécration constitutionnelle lui confère une stabilité certaine et une indépendance garantie, lui permettant de s'acquitter de ses missions dans de bonnes conditions. Toujours dans cette optique de lui garantir l'indépendance nécessaire, l'institution de contrôle financier public a été intégrée dans le giron du pouvoir judiciaire. Au même titre que la Cour d'appel ou la Cour suprême, la Cour des comptes est composée de magistrats professionnels dont la carrière et l'indépendance sont garanties par le Conseil supérieur de la magistrature. Ces magistrats, qui sont composés aussi bien de magistrats du siège que de magistrats de parquet, relèvent du statut de la magistrature édicté par la loi organique de 2001, la loi numéro 9, portant statut de la magistrature. L'indépendance juridictionnelle ne serait qu'un vain mot si la Cour ne disposait pas des moyens humains et matériels suffisants pour qu'une autonomie de gestion soit effective. Cette indépendance ou cette protection renforcée n'est certes pas de trop au vu de la mission que leur sont confiées. Je lance un appel ici à tous nos ministres des budgets des pays membres pour améliorer leur contribution afin que les institutions de contrôle puissent jouer un meilleur rôle et sécuriser les financements publics. Le travail des magistrats financiers est sans doute aussi difficile, sinon plus difficile que celui de leurs collègues des juridictions judiciaires, parce qu'ils sont souvent amenés à contrôler et à sanctionner des hauts cadres et même des politiques. Je les félicite pour leur tâche ardue. Avant de terminer, je profite pour rappeler que quelques règles régissant la profession de magistrat. Le magistrat doit être impartial, le magistrat doit faire preuve d'intégrité et le magistrat doit faire preuve d'honneur. Autre actualité de ce soir, le ministère de la décentralisation, en collaboration avec l'Association nationale de collectivités locales, a tenu une journée porte ouverte dans ses locaux. Cet événement, placé sous les signes de la transparence et de l'engagement, vise à renforcer les liens entre les collectivités locales et la société civile et l'ANCLD. L'événement s'est déroulé en présence de son Excellence M. Kassim Haroun Ali, ministre délégué chargé de la décentralisation,
accueilli à son arrivée par M. Omar Hussein, président de l'ANCLD, ainsi que par l'équipe de l'association. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Participation de la société civile et la gouvernance et au développement local à Djibouti, soutenu par la Commission européenne. Les objectifs de l'événement étaient d'informer le public sur les missions et services de l'ANCLD, de faciliter les échanges entre le public et les membres du bureau exécutif, de promouvoir les projets en cours et de consolider les partenariats. Le ministre a eu une visite guidée mettant en lumière les réalisations de l'ANCLD et des collectivités locales avec des expositions et des diaporamas sur les projets en cours. La journée porte ouverte a attiré de nombreux membres de l'ANCLD et des associations de la société civile, mais aussi des partenaires institutionnels, ainsi que des étudiants et des citoyens intéressés par les initiatives du gouvernance locale. Le président du conseil régional de Bok a également repris la parole pour s'exprimer soulignant l'importance de cette journée. On écoute ses propos. Nous venons d'arriver au terme de 3 jours d'activité intense que l'ANCLD a mené depuis donc le 11. Comme vous le savez, nous avons commencé par la première édition de la journée nationale des collectivités de Djibouti. La deuxième journée, on l'a consacrée à l'Assemblée générale de l'ANCLD. Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser la journée porte ouverte. À travers ces activités, nous voulons montrer ce que l'ANCLD fait, ce que l'ANCLD est aussi. À titre de rappel, l'ANCLD étant l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Elle se compose donc de 5 régions, de 3 communes et de la mairie de Djibouti. Elle a été créée en 2016 et réactivée en 2018. Et aujourd'hui, donc, elle regroupe ces différentes instances régionales et communales, comme je l'ai précisé. Donc la première journée, la première édition, on l'a organisée à Sheraton. C'était l'occasion pour nous de montrer au grand public ce que nous faisions et surtout notre feuille de route. Nous avons eu la visite de plusieurs membres du gouvernement que je voudrais ici donc remercier au nom du bureau exécutif de la NCLD. Donc, et aujourd'hui également, la journée a été clôturée par Monsieur le ministre de la Centralisation, Excellence Qasem Haroun Ali, qui nous accompagne depuis le début. Donc la NCLD veut grandir. C'est une association fêtière qui a besoin d'être appuyée. Aujourd'hui, nous avons l'appui du gouvernement. Nous avons également le soutien des partenaires que je remercie au passage et en premier lieu desquels je vais citer l'AIMF. Le ministre Qasem Haroun Ali s'est réjoui d'avoir participé à cette journée porte ouverte de l'ANCLD. Pour moi, de participer à la journée de la porte ouverte de l'ANCLD. Cela prouve, si besoin est, que la décentralisation est un processus qui est en marche, la décentralisation est un processus très long, mais nous voyons déjà le résultat avec les différents événements que nous avons traités depuis quelques temps, aussi bien dans les régions que dans les communes. Il y a encore des mots pour les partenaires que je remercie d'accompagner aussi bien la NCLD que le ministère de la décentralisation dans son quête de recherche de visibilité. Autre actualité de ce soir, l'agence djiboutienne des routes a lancé la seconde phase de l'étude sur la conception du schéma directeur du réseau routier urbain intégré. Le reportage avec Samatar. L'agence djiboutienne des routes a lancé la seconde phase de l'étude sur la conception du schéma directeur du réseau routier urbain intégré. La première phase de l'étude, lancée le 19 octobre dernier, a permis de poser les bases de l'analyse en s'intéressant au mode de déplacement utilisé par les ménages djiboutiens. Cette seconde phase a pour objectif de recueillir des données essentielles permettant de définir des solutions adaptées aux défis de congestion et d'accessibilité qui touchent la ville. Cette approche permettra de proposer un schéma directeur routier intégré capable de répondre aux demandes croissantes en matière de transport public. L'élaboration de ce schéma directeur vise à optimiser le réseau routier existant et améliorer la fluidité du trafic. Il contribuera ainsi à améliorer la qualité de vie des habitants tout en favorisant la durabilité et la résilience du système de transport face aux enjeux futurs et la croissance urbaine. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de moderniser l'infrastructure de transport urbain dans un contexte de forte urbanisation en harmonie avec les objectifs de développement durable du pays.
En Somalie, à présent, le gouvernement somalien continue de travailler au rapatriement des jeunes Somaliens qui ont immigré illégalement et tombent souvent entre les mains des réseaux de trafiquants d'êtres humains. Ces jeunes ont duré des conditions difficiles en Libye et en Tunisie. Le reportage, toujours avec Samatar. Le gouvernement somalien continue de travailler au rapatriement des jeunes Somaliens qui ont immigré illégalement et tombé souvent entre les mains des réseaux de trafiquants d'êtres humains. Ces jeunes endurent des conditions difficiles en Libye et en Turquie. Récemment, au moins 24 jeunes Somaliens détenus depuis plusieurs années dans des prisons où ils ont subi des mauvais traitements ont atterri à l'aéroport Aden Adé à Mogadiscio. Ce rapatriement fait suite au succès du gouvernement somalien dans le retour de 169 jeunes où ils étaient retenus contre rançon après avoir tenté de rejoindre l'Europe et ont été capturés par des réseaux de passeurs. Ces efforts de rapatriement sont menés par l'ambassadrice Mariam Yassine, envoyée spéciale du président somalien pour les questions d'immigration et des droits de l'enfant et des enfants, en collaboration avec des responsables du ministère des Affaires étrangères somalien et des organisations internationales telles que l'Organisation internationale pour les migrations et les Nations unies. À leur arrivée à Mogadiscio, les jeunes ont témoigné devant les médias de leurs souffrances durant leurs années de détention, décrivant les conditions difficiles auxquelles ils ont été confrontés. Malgré ces efforts, un nombre de jeunes Somaliens demeurent encore dans des prisons de plusieurs pays, en particulier en Afrique de l'Ouest, où beaucoup d'entre eux tentent de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Le gouvernement somalien s'efforce continuellement de secourir ces jeunes et de les amener au pays. Organise régulièrement des vols de rapatriement pour les migrants somaliens détenus dans diverses prisons à travers le monde vers Mogadiscio. Aux nouvelles mondiales à présent, à Gaza, l'offensive militaire israélienne continue de faire des ravages dans la bande de Gaza. Les détails avec Fardouz. L'offensive militaire israélienne continue de faire des ravages dans la bande de Gaza selon l'agence de défense civile. Au moins 30 personnes dont des enfants ont été tuées lors de 2 récentes frappes visant le nord de l'enclave. L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens insiste sur le fait qu'aucun endroit dans l'enclave n'est sûr. Il n'y a aucun endroit sûr à Gaza, c'est ce qu'ont dit de nombreuses personnes. Je le répète, a déclaré Scott Anderson, coordinateur humanitaire adjoint et directeur de l'UNRWA à Gaza. Les dirigeants des pays arabes et musulmans réunis lundi en Arabie Saoudite ont appelé Israël à se retirer totalement des territoires arabes qu'ils occupent pour parvenir à une paix globale au Moyen-Orient. Je vous le disais dans le titre, au Liban, 5 morts dans une frappe israélienne à l'est de Beyrouth. Le reportage. Au Liban, 5 morts dans une frappe israélienne à l'est de Beyrouth. Une source de sécurité a indiqué que la maison touchée abritait des déplacés ayant fui les bombardements israéliens. Israël a intensifié ses frappes avec plus de 10 bombardements sur la banlieue sud de Beyrouth, a rapporté l'agence de presse officielle pour un appel de l'armée israélienne à évacuer plusieurs quartiers. Depuis le début des affrontements en octobre 2023, plus de 3240 personnes ont été tuées selon les autorités libanaises. La majorité des victimes ont été tuées depuis septembre dernier lorsqu'Israël a lancé sa campagne de bombardement et une offensive terrestre au Liban. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a exhorté les pays développés à doubler le financement climatique, toujours avec Fardouz. Le secrétaire général des Nations Unies a dénoncé mardi une injustice intolérable à l'encontre de l'Afrique lors de la COP29 à Bakou. La création du Fonds pour les pertes et dommages proposé par le secrétaire général de l'ONU devrait permettre aux pays vulnérables de faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes comme les sécheresses, les inondations, d'augmenter le couvert végétal, de protéger la biodiversité et de développer leur capacité en énergie renouvelable. Par ailleurs, le chef de l'ONU a proposé des taxes de solidarité sur des secteurs tels que le transport maritime, l'aviation et l'extraction des combustibles fossiles pour contribuer au financement de l'action climatique. Santé à présent, Mpox, l'épidémie en forte hausse chez les enfants en RDC et au Burundi. Forte hausse chez les enfants en RDC et au Burundi. Depuis la déclaration de l'état d'urgence, les cas de la nouvelle souche du virus Mpox ont plus que doublé chez les enfants en RDC, au Congo et Burundi. Au 3 novembre, les cas chez les enfants en RDC avaient augmenté de plus de 130%, passant d'environ 11 300 cas suspects à 25 600. Tandis qu'au Burundi, le nombre de cas de variole chez les enfants est passé de 89 à
environ 1100 depuis que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré l'épidémie comme étant une urgence de santé publique de portée internationale le 14 août. Le risque global pour la population de la RDC et du Burundi reste extrêmement élevé, en particulier pour les enfants. Les enfants mal nourris vivant dans des zones où l'assainissement est insuffisant et où les soins de santé sont limités, sans accès aux tests et aux vaccins, courent un risque encore plus grand de contracter le virus et d'y succomber. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.